Alors, je traduis dans mes termes quelle symbolique après le réel de la Shoah, qui revient à dire quelle symbolique après la chute du patriarcat, après la chute ou les méandres, le ratissement de l'autorité dont vous parlez beaucoup, et celle de la place d'exception. Là où je suis à la fois interrogée, l'œuvre, et ce livre en particulier de Jean-Pierre Lebrun m'intéresse énormément, à la fois dans la clinique analytique, la pratique, et dans l'ouverture qu'elle représente, que ce livre représente, puisqu'il s'agit de nouer une réflexion de psychanalyste aux mutations de la société. Là où je suis quand même, j'étais un peu étonnée, c'est que, après avoir montré dans le néolibéralisme, donc ce qui se passe dans une société démocratique ultralibérale, c'est-à-dire dans un mode où l'égalitarisme, vous dites même l'égalitariat, a remplacé le patriarcat. Donc vous soulevez tous ces problèmes et que je trouve passionnant, très finement mené et tout à fait intéressant. Mais là où j'étais un peu étonnée, c'est qu'avec toute cette perspicacité, ces ouvertures, c'est déjà dit vers le milieu, mais surtout vers la fin, vous dites, et peut-être vous pourriez en dire un peu plus, qu'il s'agirait, donc pour en sortir, c'est-à-dire pour ouvrir, pour faire ce passage du lien social, d'un nouveau lien social, puisque c'est l'individu, donc il y a le lien social et des faits, des liens ici, le nouveau lien social, et pour sortir de cette jouissance pulsionnelle, de côté des sensations, côté mère, si on peut dire comme ça, il serait nécessaire de relégitimer la place d'exception et celle de l'autorité, bien sûr selon des modes différents, qui prendrait en compte la démocratie moderne et la chute du patriarcat. Mais enfin, je suis un peu étonnée parce que je pense qu'il y a peut-être des modes plus inédits. Parce que c'est quand même, quand on dit relégitimer la place d'exception de l'autorité, malgré ce que vous dites et vous prenez quand même des mesures pour cadrer ça, mais quand même c'est un peu retourner au même. C'est un peu dire... non, alors peut-être vous pourriez vous expliquer. Bah, je comprends bien ce que vous dites, hein. Je suis d'accord, mais justement non. Non, c'est pas la même chose parce que le problème, la différence de place, c'est pas parce que le religieux l'a occupé d'une certaine façon que d'office cette différence de place n'existe pas dans la structure. C'est ça notre travail, je trouve, c'est de la dégager de ce qu'elle a du côté du religieux. C'est pour ça que quand je soutiens qu'il faut relégitimer la place d'exception, parce que c'est une place, moi je le vis au travers, je fais des groupes avec des directeurs d'institutions. D'abord, je vous assure, le nombre de gens qui me montrent ça, ça m'a complètement sidéré. Le nombre de gens qui veulent participer, comme si vraiment ils étaient à mal. Oui, et quelle est leur difficulté? Leur difficulté, c'est précisément celle-là. Si on est à cette place-là, que ce soit d'une grande équipe ou d'une petite, on reste toujours avec une sensibilité incontournable à devoir avoir à la division entre le collectif et le singulier. On n'y coupe pas. On peut, quand on est uniquement dans son petit coin à travailler tout seul dans son truc, on peut l'oublier, mais pas ces gens-là. Or, ces gens-là, ça veut dire que la prévalence du collectif, on doit la retrouver. La question de l'autorité, on aimerait bien s'en débarrasser, mais je crois que c'est pas possible. C'est inscrit dans la langue, la question de l'autorité de la langue. Blanchot parle de l'autorité de la parole. Donc l'autorité, elle est dedans. Comment est-ce qu'elle a été utilisée dans le contexte, pour aller vite, du religieux? Ça, c'est à nous à faire cette séparation, cette différence, de discriminer, là, de différencier.
Mais ce n'est pas en acceptant de laisser la place d'exception complètement reprise par le modèle religieux. Donc quand vous me dites c'est comme avant, eh bien j'ai envie de dire non, c'est pas comme avant, à nous de travailler pour montrer que c'est pas comme avant. Parce que sinon on a quoi comme solution? Mais on a comme solution de crier haro sur tout qui va se mettre en quoi que ce soit à cette place. Je vous signale que nous avons des voisins, je suis en Belgique, français qui sont en grande difficulté avec le maniement de la présidence. Hein? Ils ont deux présidents les uns après les autres qui s'avèrent presque dans l'incapacité d'occuper correctement la place. C'est très, très intéressant. On a une histoire, alors la Belgique peut-être c'est très intéressante. On a une histoire de monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire d'un roi qui n'a rien à dire. S'il n'y avait plus de roi en Belgique, la Belgique n'existerait plus. Ça, je suis quasi certain. Parce que là, on a un exemple de place réduite à sa pure place. C'est tout. Il a une figure, il a tout ce qu'il faut pour, mais bon, c'est pas du tout la même chose en France où vous êtes dans un héritage absolument extraordinairement important encore. Vous pouvez très bien dire qu'il n'y a plus de monarchie en France, mais même les allures de l'Élysée, ça ressemble quand même vachement à une monarchie, hein, comme vous voulez. Donc c'est pas si simple parce qu'on n'a pas une évacue. Donc je pense qu'il faut travailler, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Hein. Arlette, je vous reprends vivement parce que je crois que c'est tout l'enjeu. Faire entendre qu'il y a une légitimité à une place d'exception qui n'est pas de l'ordre du telle qu'elle était organisée par le religieux. La différence, c'est quoi? Mais la différence est énorme. Celui qui l'occupait au nom du religieux, il l'occupait avec plus ou moins certitude que c'est lui qui avait raison et qui allait décider, qui allait maîtriser les choses. Ça a donné ce que ça a donné, vous l'avez rappelé au début de votre propos. La légitimité de la place d'exception, c'est reconnaître que il y a quelqu'un qui est autrement sensible à la notion du collectif que moi qui suis en train de faire mon petit boulot dans mon coin et qui n'est pas d'office cette préoccupation. Alors, le pire, c'est que au nom du collectif, il va pouvoir m'imposer des choses que si j'étais à sa place, probablement je le ferais autrement. Mais j'aurais le même impasse au total que lui. Parce qu'il n'y a quand même jamais moyen d'y arriver. C'est une tâche impossible, gouverner. Voilà pourquoi je maintiens que c'est justement là-dessus qu'il faut aller travailler. C'est comment distinguer ces deux places. Sinon, je ne vois pas comment vous allez y arriver. Hein. Honnêtement, moi, je ne le vois pas. Arlette, oui. Est-ce que ça serait bien que tu reprennes ce que tu... Voilà, parce que ça éclaire ce que tu disais. Il y a quelque chose qui est mal entendu ou je sais pas. Hein, non, j'entends voilà. Très bien. Voilà, c'est un petit correctif quand même qui est apporté. Si tu peux rebondir là-dessus. C'est-à-dire, je crois qu'il est difficile actuellement de cerner ce qui s'ouvre et ce qui va venir, que c'est un travail. Je pense que quelque chose d'un ordre symbolique plus là est en train de se construire. Parce que c'est propre à tous les moments de rupture et de mutation. C'est-à-dire on ne passe pas comme ça ne dure pas 10 ans, hein, ça met du temps pour que les processus psychiques des sujets et de tous remettent de l'ordre dans ce qui a été nécessaire de produire comme réel pour devenir inédit et différent. Et donc c'est pour cette raison-là que je questionne, je ne sais pas, mais je questionne de manière ouverte, large, en dehors des cures analytiques, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui de lire comme élément qui s'annoncerait d'un nouvel ordre symbolique. Et par exemple, j'ai lu ces 2 ou 3 phrases dans votre livre où vous dites quelque chose a changé, etc., autour des femmes, de la féminité et du pathophallique. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, est-ce que
on pourrait repérer comment ce patou phallique, c'est-à-dire ce changement de place de la position féminine, ce changement de place dominante, ce qui serait dominant de la position féminine serait du côté du patou phallique, par rapport à avant, bien sûr. Est-ce que c'est repérable? Est-ce que c'est repérable dans la vie, dans les cures analytiques, dans... On peut par exemple dire qu'on peut occuper une place d'exception sur le mode patou-phallique, ce qui n'est pas sur le mode tout-pas-phallique. Le patou-phallique, c'est pas le tout-pas-phallique. Hein? C'est capital, ça, sinon... Or, il y a par exemple, moi je trouve qu'il y a des directeurs aujourd'hui qui savent faire ça. Et figurez-vous que ça marche. Ils ont l'humilité d'expliquer aux gens qu'ils ne sont pas là pour dire ce qu'ils veulent et que c'est comme ça que ça va marcher, que c'est pas ça, mais qu'ils ont tout un travail, tout un travail d'éducation qu'ils font avec les gens avec qui ils travaillent. On leur dit, mais expliquez ce que vous faites, expliquez la place que vous occupez, pourquoi vous ne prenez pas le même parti que ce qui est dit là, et que vous êtes convaincu que si quelqu'un d'autre venait à cette place, il le ferait autrement. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui est à cette place et que ce n'est pas vous, ce n'est pas lui. Voilà, toute une série de choses qui doivent être reprises comme ça pour faire que le groupe accepte, tolère et ne grimpe pas au mur, ne se crispe pas d'emblée dès qu'il y en a un qui... Il faut se dire, mais il faut qu'on aille dans un certain sens là. Il y a une exigence. Moi, ce qui me frappe toujours d'ailleurs, je ne sais pas, je ne dis pas, mais je le dis en boutade souvent, il y a 2 endroits où vous n'iriez plus à Arlette, comme tout le monde ici présent, si on n'était pas convaincu qu'il y avait une structure avec une place d'exception claire, c'est un avion, parce que vous ne le prendriez plus, hein, si vous après vous ne prendriez plus l'avion, hein, et un autre, vous n'emmèneriez pas votre compagne ou parent à mal à la salle d'urgence de l'hôpital, si vous n'étiez pas sûr que ça fonctionne selon un système hiérarchique. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Maintenant, à partir de là, c'est pas parce que ça fonctionne pour l'opérabilité sur ce mode-là que d'office, le monsieur qui est le patron n'est pas en position égalité avec celui qui n'est pas le patron. Il n'est pas là momentanément dans sa tâche, mais virtuellement, c'est pas incompatible avec la démocratie. Au contraire, ce qui va l'être, par contre, c'est que si on laisse ou bien le tout pas phallique, ou bien le fait de ne pas laisser du tout cette place d'exception encore fonctionner, on va aller dans une querelle de plus en plus terrible on ne va pas s'en sortir. J'ai 2 questions, Arlette. Une première qui concerne ce que tu disais par rapport aux mutations. Et la question c'est, est-ce que cette réflexion sur la mutation, que tu dis qu'il y a donc une mutation en cours, on va dire, hein, est-ce que ça, à ton avis, c'est vraiment une question complètement ouverte que je pose, est-ce que, de ton point de vue, ce serait contradictoire avec ce que dit Jean-Pierre Lebrun sur la nécessité pas de restaurer, mais disons de maintenir la nécessité de la place d'exception, vidée de religiosité, etc. D'accord? Est-ce que je me fais entendre? La question c'est ça. Est-ce que, quand tu dis qu'il y a une mutation en cours, est-ce que toi, par exemple, tu vas déjà jusqu'à imaginer ou penser, est-ce que tu as déjà une hypothèse sur comment ça peut tenir, ou ça pourrait tenir, sans une place d'exception? Je ne sais pas, mais voilà. je crois que c'est pas lisible actuellement. Enfin, il me semble ça. Mais que oui, il y a d'autres modalités, bien sûr, je le pense tout à fait. Mais qui ne sont pas lisibles, c'est ça que tu dis. Qui ne sont pas lisibles, qui sont inédites, qui vont se dire. Et pour le moment, peut-être qu'on peut dire que ce que Jean-Pierre Lebrun avance. D'accord. Sur la question de la place d'exception, c'est assez intéressant cette notion de place d'exception. Je me dis, par rapport à la mobilité dans laquelle on est actuellement, les processus de changement sont rapides, je pense que cette place d'exception, elle est mobile et elle bouge. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des nouveaux systèmes collectifs et coopératifs, collaboratifs, pour prendre des éléments de langage de cette sorte, qui sont à l'œuvre, grâce aussi à cette révolution du numérique, et qui permet une émergence peut-être un peu autre du père, du religieux, quelque chose qui se met en place différemment, mais plus d'une manière collective. Oui, bien sûr. Il y a des modes, et il y a des formes de...
il y a des formes de solidarité qui sont émergentes, bien sûr. Bien sûr, il y a pas, pour moi, la déliaison, comment dire, je peux pas le dire comme ça, c'est pas vrai. La liaison, bien sûr, il n'y a pas de déliaison, il y a d'autres formes de liaison, par contre. Les agents sont différents. Ben, bien sûr. Mais par contre, moi, la question que je me pose, par rapport à cette place d'exception, c'est vraiment, je me dis, est-ce qu'il est possible que cette place d'exception soit réellement vidée de religiosité? Je m'entends. C'est-à-dire vidée de religiosité au sens de la fiction religieuse dans laquelle on baignait et qui faisait que le roi tenait son autorité directement de Dieu, etc. etc. J'en reviens là, d'accord? Bon, ça c'est ce que j'appelle la place d'exception qui tient à partir du religieux par excellence. Voilà. Bon, il y a, je pense, des vidages du religieux, d'accord, qu'on voit avec la chute du patriarcat, etc., etc. Mais il y a aussi, à part le religieux, quelque chose d'une religiosité qui n'est plus directement fictionné avec le mythe, le mythe chrétien directement, etc., mais qui n'est pas absente, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le scientifique, pour moi, s'appuie sur quelque chose du religieux refoulé. Il y a les mêmes idéaux à l'œuvre, hein. Il y a le bien d'autrui, etc. Enfin, bon, ça, je ne vais pas en parler longtemps, mais c'est juste pour dire, où diable, je fais exprès de parler comme ça, où donc diable, un individu qui va occuper cette place d'exception, qui est nécessaire, comme tu dis Jean-Pierre, ce avec quoi je suis d'accord personnellement, de quoi cet individu peut-il se réclamer, c'est-à-dire pour qu'il puisse la tenir, au sens où on peut vouloir l'occuper cette place. Il y en a plein, enfin, Sarkozy veut l'occuper, bon, exemple. Bon. Mais lui, qu'est-ce qu'il met en avant? C'est un exemple que je donne. Hein. Il se place quand même s'il le dénie, ça veut dire qu'il le sait, il se place quand même comme celui qui souffre pour la France et qui quand même se situe comme celui qui aurait les solutions. Bon. Donc il est dans un discours d'occuper cette place au nom de quoi? Alors, est-ce au nom de son fantasme? Est-ce au nom des idéaux collectivement partageables? Est-ce que je vais faire voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'un idéal est collectivement partageable? Est-ce que c'est possible, cela, un idéal collectivement partageable, qui ne serait pas teinté par le religieux? C'est quand même une question. Voilà. Ça, c'est une réflexion. Une réflexion que je me pose. Bon, vraiment, c'est une question que je pose. La deuxième, c'est... Et ça, c'est une réflexion. C'est pas une question. C'est-à-dire que ce qui me semble faire un peu crise actuellement, c'est que, comme le dit Jean-Pierre Lebrun, finalement, cette place d'exception, elle est requise. Elle est requise par le collectif, elle est requise dans le social. Elle a sa place, je veux dire. Mais elle a aussi sa place ailleurs. Elle a sa place dans la structure du sujet lui-même. Elle a sa place dans l'inconscient. D'accord? Le sujet requiert quelque chose de cette place-là déjà avant qu'elle existe à l'extérieur. Il la fantasme. Hein. Il a besoin, par exemple, d'un père fort, puissant, pour le tirer des griffes, quand même, hein, du gouffre, enfin pour le protéger. On l'entend dans la clinique. L'impuissance du père, hein, comment dire, la dénonciation du père impuissant qui n'aurait pas été assez fort pour ceci, ça laisse entendre. Hein, que le père, il est quand même fantasmé. Hein. C'est un fantasme qui existe. Non mais, bien sûr, non mais ça veut dire que le sujet, d'où il tient son fantasme, il le tient quand même de quelque chose de structural qui est déjà là. Même si c'est imaginaire, peu importe. Ça veut dire que c'est requis, c'est ce que j'appelle un réquisite structural. Okay, on croit tous au Père Noël. Non mais évidemment, c'est ce que je veux dire. Et quand ce Père Noël n'est plus représentable à l'extérieur, c'est-à-dire que justement, il n'y a plus forcément de logique entre, si vous voulez, cet appétit subjectif pour cette place d'exception et la représentativité à l'extérieur de cette place-là, d'accord? Il y a quelque chose qui fait crise, forcément. Quelque chose qui ne s'articule plus forcément. Il le trouvait avant, le sujet, dans le social, cette place-là. Il trouvait incarné, De Gaulle, j'en sais rien, moi, il le trouvait, ce truc-là. Le père qui avait manqué à son rêve, enfin, voilà, il pouvait projeter, ou en tout cas s'accrocher à quelque chose, d'accord, qui pouvait faire représentation
de son fantasme. Voilà ce que je veux dire. Hein? Oui, Il me semble qu'il y a un gap là entre les deux. Oui, mais je trouve que vous avez raison. Je me sens un peu mis au défi, à juste titre d'ailleurs, hein, de devoir essayer de discerner ou de différencier cette affaire de religiosité et de pas d'exception. Et je crois que c'est juste, je n'ai pas la solution. C'est une question, je soutiens aujourd'hui qu'il est urgent, à mon avis, important et crucial, quand on le voit, la vie dans les institutions, comment elle se délite, comment la solidarité dont on se plaint qu'elle disparaît, elle tient parce que ce truc, la structure ne tient plus de l'institution. Et ça, c'est très embarrassant. Moi, c'est là-dessus que... Alors, comment le faire? Vous amenez plein de questions que je ne sais pas éluder parce qu'elles sont tout à fait pertinentes. Mais il me semble quand même que le fait que la place, si elle était reconnue comme indispensable au fonctionnement de la structure, simplement parce qu'elle est là, il n'est pas interdit d'engager sa subjectivité à cette place. C'est même ce qui est espéré et souhaité. Mais attention, le fait d'y engager sa subjectivité ne veut pas dire qu'elle n'est pas sanctionnable régulièrement pour voir si ça reste au service du collectif et pas au service du sujet. Tout ce qui avant était complètement pas questionnable. Hein. Il ne fallait surtout pas qu'on parle de ça. Ça devient aujourd'hui quelque chose qui est vraiment important, mais à faire sur un mode, sur une modalité qu'on doit inventer, que sais-je encore. Mais c'est assez... Moi, ça me fait d'ailleurs... Ça m'embête beaucoup parce que quand on dit cela, c'est comme si on voulait, effectivement, ce que vous me dites, restaurer le modèle d'hier. Et je crois que, honnêtement, mais peut-être que je me trompe moi-même, c'est possible, hein, comme tout le monde, mais je crois vraiment que c'est pas de ça dont je parle. Parce que ça fait dire, de toute façon, vous voyez bien, il faut un chef. Hein. Bon, je suis pas là-dedans du tout. Hein. C'est vraiment pas ça. Hein. Ça, c'est un mode qui dit, la démocratie aujourd'hui, bon, elle est aussi nulle qu'il y a. C'est pas vrai. La démocratie en 1900 n'est pas la même qu'en l'an 2000. Il y a un progrès qui a été fait. Il y a un fameux progrès à faire, par contre. Ça, il faut reconnaître. Mais il y a un vrai progrès qui a été fait. On peut espérer sur quelque chose qui continue, là. Je trouve que la thèse de Gauchet, sur laquelle j'ai travaillé pendant les vacances, beaucoup, parce que je trouve elle est vraiment intéressante. Double crise de croissance de la démocratie. 1900, croissance terrible, parce que le suffrage universel est en train d'arriver. Autrement dit, avant, on était décidé par des décideurs au-dessus de nous. On n'avait rien à dire. Tout à coup, c'est nous-mêmes qui allons devoir être décidés par des gens que nous-mêmes décidons, en quelque sorte. Vous voyez, l'inversion terrible de ce que ça veut dire. Du coup, crise, affolement, on ne sait plus comment on va gérer les choses, et comme il le remet très bien, réponse, le totalitarisme. Hein, on va faire du 1, ensemble, tous on va y aller dans le même sens, avec toutes les catastrophes que ça amène. Bon, voilà. Autre réponse, l'État social, social post-Deuxième Guerre mondiale, pendant lequel il y a eu 25-30 ans où on a un peu plus pris en compte qu'on voit bien qu'il y a un progrès qui a été fait, quoi, entre avant la guerre et après la guerre, flûte quand même, il faut le reconnaître. Est-ce qu'il y a encore moyen de faire un pas de plus? Ben oui, il y a moyen de faire un pas de plus. Ça va demander que nous n'utilisions plus les modèles religieux. Et je pense que le déclin du père, c'est ça. C'est parce que, en démocrate, nous avons décidé que ça n'était plus comme ça qu'on voulait fonctionner. Donc, il y a une crise de croissance de la démocratie aujourd'hui qui correspond à dire, mais au fond, on est tous égaux, vraiment, ici. C'est important qu'on repère les modes, qu'on fasse réémerger les points dont on ne peut pas se passer pour pouvoir fonctionner collectivement ensemble. Oui. Malraux. C'est pas de lui cette phrase, je l'ai pas mal étudiée. Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Bon. Oui, ça veut dire ça. Oui, ça veut dire, lui, en 1953, il dit une chose fabuleuse pour nous. Le triomphe de la psychanalyse, la victoire, c'est peut-être pas le triomphe, c'est d'avoir obligé les hommes, après la Shoah, à réintégrer nos démons en nous et de ne plus les voir dans leur religion. La deuxième chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'effectivement, si la question de la Shoah a une importance pour nous, par rapport à la
limite, c'est que d'avoir tué les Juifs donc, de cette façon-là, millions, et de façon collective, ça a fait deux choses. C'est que la mort, ben, c'est quoi depuis ce qu'on appelle la mort du Père, c'est peut-être la question de la mort qui a changé, qui est devenu un objet distribuable, consommable. Mais au niveau du statut de la mort, il y a une sorte d'objet. Le statut de la mort est devenu un objet. C'est plus quelque chose d'heuristique qui permet de donner la limite de la vie. C'est autre chose. Ça a changé. Comme la vie est devenue aussi un objet. C'est emmerdant. Et du coup, le droit, le premier livre du droit, il y en avait deux, maintenant il y en a trois. Le premier livre dit, il dit pas ça comme ça, il dit le DIP, ça marche plus. Ce qui marche, c'est qu'un collectif gère un autre collectif. C'est plus le parricide qui est premier, le crime suprême. Le parricide est moins puni que le génocide. Le crime suprême, c'est de tuer des gens en masse à partir de gens qui s'organisent de façon collective. La question, Jean-Jacques, c'est-à-dire que par rapport à ce que dit Jean-Pierre Lebrun, en effet, on peut être d'accord, enfin, moi je suis d'accord avec cette idée que la place d'exception doit être réinvestie en dehors du religieux, etc., etc. La question, est-ce que c'est possible? Pourquoi? Mais oui, parce que, est-ce que ça tient dans le collectif? C'est-à-dire que, je veux dire, tu peux te dire, ben, moi j'occupe cette place, etc., mais en face, qu'est-ce que tu as? Tu as quelqu'un qui te dit, tu es qui toi? Tu es qui toi? Pour occuper cette place. Mais oui, c'est ça qui est important. Non mais attends, tu es qui toi? C'est pour moi, je n'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure, c'est quand même la question de la légitimité. Parce que est-ce que ça suffit de dire qu'il faut réinvestir la place d'exception? D'accord, ou la place, bon voilà. Mais non, ça suffit pas, parce que même si tu la réinvestis en dehors du religieux, tu es toujours questionné sur toi qui l'occupe. Parce que la crise de l'autorité, elle est là, elle n'est pas simplement parce qu'on ne veut plus occuper la place d'exception, elle est parce que dès que tu l'occupes, tu es attaqué. Pourquoi? Parce qu'on te dit t'es qui toi? Bon. Et ça veut dire quoi? Qui peut l'occuper? Quelle est la réponse? Non mais, qu'est-ce qui fait autorité? Tu le tires d'où? Du fric? Des armes? Du scientifique? C'est là que ça tient. Parce que tu es qui toi? Bah, je suis chirurgien, tu t'allonges, tu n'as plus rien à dire. Ok, c'est du réel. Tu l'attires ta place, ton autorité, parce que tout d'un coup, tu as, en effet, quelque chose qui fait que par rapport au corps du sujet que tu as devant toi, tu as quelque chose à dire. Parce que l'autre, il est atteint, vraiment. Bon, non mais c'est ça, qui fait que tout d'un coup, tu peux, comme dit, tu pilotes l'avion, tu es directeur d'hôpital, etc. Ou bien, tu as une puissance d'argent suffisamment convaincante pour qu'on te dise, waouh, le mec, tu vois. Bon, mais c'est ça, mais ça tient comme ça, c'est des trucs du réel, mais pas du tout. Mais pas du tout, ça marche comme ça dans le réel de la vie. Enfin, je partage entièrement à 100% ce que dit Jean-Pierre Lebrun, à s'y mettre et à aller de l'avant pour interroger à ce qui se passe et du côté des neurosciences et du côté de la politique et du côté de tout ce qui s'ouvre de l'égalité, par exemple, se questionner sur accepter la discussion et non pas tout refermer sur des concepts qui bouchent le trou, c'est peut-être un peu vulgaire, je pense. C'est pour dire à peu près les choses. Mais je voudrais quand même terminer cette soirée avec quelques passages du livre de Nicole Malanconi, en particulier ceux qui m'ont bien sûr le plus laissé des traces, si je peux dire, qui sont les questions essentielles pour un psychanalyste qui mène une cure qui sont, et pour la psychanalyse, qui sont les questions du sujet de la parole et de l'éthique. Et de la responsabilité. Oui. Car bien sûr, ce serait consolant de n'être pour rien dans les torsions de sa propre existence, de se découvrir juste victime de la torsion des autres, ceux de qui l'on vient, de se plaindre d'eux et des circonstances, et de conclure que quant à ses propres manquements à la vie, on leur a trouvé une explication et que cela suffit pour en être quitte. Non. En plus, la réponse n'épuisait pas la question, elle l'aiguisait plutôt. Elle faisait valoir qu'un point d'intelligence existe néanmoins, quel que soit l'emprisonnement ou la confusion. Le point où l'enfant n'est pas fou, où un espace lui est laissé pour la pensée. Je savais que le point avait existé. C'était celui où ma mère n'était plus ma mère, mais la femme de mon père. Ce point-là, cet espace si mince fut-il, où elle et moi n'étions pas confondus,
La psychanalyste l'avait mis en évidence maintes fois. J'avais d'ailleurs fini par découvrir que c'était lui le point majeur de mon refus d'enfant. Au fond, je n'avais pas voulu que ces deux-là fussent ensemble sans moi. Mais pourquoi avais-je gaspillé l'intelligence à maintenir le refus? Alors ça, c'est un passage déjà qui vous montre le style, la manière de dire tout simplement, de dire à la fois que même chez l'enfant, qu'on pourrait croire à 100% dépendant, soumis dans l'orbe des autres, donc de ses parents d'abord et de sa mère peut-être en particulier, il y a une trouée possible et d'interroger ce refus de le prendre en compte à ce moment-là et plus tard revient au sujet. C'est un peu votre... ce qui m'a venu d'appeler la responsabilité psychique de l'enfant. Voilà, voilà. Et j'ai trouvé Quelle ça... est la responsabilité? Voilà, oui. Et j'ai trouvé que c'était très fort parce que dans cette époque où on parle beaucoup, bien sûr, d'autonomie, au moment où, en effet, l'enfant est le plus dépendant de tout le monde, et que la responsabilité est de l'enfant déjà, on croit que c'est un renversement, on croit qu'on lui la donne et qu'elle existe parce qu'on lui dit, on lui demande tout le temps de choisir. Donc on lui fait croire qu'il est autonome et qu'il serait responsable. Mais en lui faisant croire qu'il peut choisir, on le fait choisir, on lui fait boucher l'espace de son désir, quoi. C'est comme si les parents n'étaient plus en place de parents qui peuvent lui imposer par moment, pas tout le temps, un choix. Voilà. Comme si lui savait, c'est-à-dire, vous voyez l'inversion parent-enfant. Et donc, la responsabilité, autant du côté de l'enfant que du côté de l'adulte, elle est diluée. Et là, dans ce travail que vous écrivez, dans cette parole que vous écrivez, dans cette écriture que vous parlez, il y a cette question quand même rare chez un psychanalyste qu'on rencontre quand même pas souvent, écrite comme ça, la responsabilité subjective de l'enfant. Mais je trouve que ça se pose pour un adulte aussi parce que, en Belgique, il y a eu quand même un cas terrible je vais quand même en parler un petit peu. J'ai écrit là-dessus la femme de Marc Dutroux, la femme de celui qui a séquestré, assassiné, violé, laissé mourir, fait mourir des jeunes femmes et des enfants. La femme de Marc Dutroux a été considérée par certains comme psychotique. Alors moi, je ne vais pas poser de jugement parce que je ne suis pas dans la compétence, mais pour l'avoir rencontrée pendant plus d'un an et avoir écrit à propos d'elle, il m'a quand même pas apparu que j'avais en face de moi une folle, enfin une psychotique. Et là aussi, je me suis posé vraiment la question de qu'est-ce que la société interroge chez un être comme ça? Est-ce que c'est pas plus commode aujourd'hui de considérer que certains ont dit un monstre, les médias ont dit monstre, et les gens ont obtempéré avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, hein? Mais ça élude le sujet de cette fameuse responsabilité psychique qui est finalement celle de tout un chacun. Ce serait beaucoup plus difficile comme question de se dire Michel Martin n'est pas d'office une folle, elle avait sa part de responsabilité qu'elle n'a pas fait jouer. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait jouer? On pourrait même, dans son cas, trouver des réponses, parce qu'elle a une histoire effectivement extrêmement incestueuse avec sa mère, qui laisse comprendre beaucoup de choses, mais qui ne font pas d'elle d'office une folle. Et donc, où est-ce qu'elle a mis cette petite part de responsabilité qui lui restait, de lucidité qui lui restait?
Et beaucoup de personnes que j'ai eues en face de moi quand j'ai parlé de ce livre ont souvent répondu en disant c'est la même question que pour les milliers finalement de citoyens allemands qui ont adhéré au nazisme au point non seulement d'y adhérer dans la tête mais de commettre à l'égard de leurs semblables l'acte jusqu'à mettre à mort d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait que des gens de bon sens, à la limite, enfin, pas fous en tout cas, ont été jusque-là, comme s'ils avaient gommé, comme s'ils avaient oblitéré la part où il leur était possible, au prix probablement aussi de leur vie, hein, j'en sais rien, mais de dire non. Je voudrais bien revenir sur votre écriture et sur une question par rapport à votre écriture, par rapport à vos autres livres, si ce n'est pas un homme, je crois. Si c'était plus un homme, oui. Est-ce que votre écriture, le travail de votre écriture sur ce livre-là, la séparation, oui. Est-ce qu'il a été d'une autre nature? Est-ce que vous avez abordé une écriture différente, un travail d'écriture différent ou pas? Ce que je peux dire en tout cas, c'est que je n'avais de cette cure, ni des autres d'ailleurs, ni notes, rien. Donc je suis partie de rien. Et de ma première phrase, il fallait la quitter. Comme ça m'arrive souvent d'ailleurs, quand j'écris aussi un livre que j'ai intitulé « Nous deux », avec un titre ambigu qui concerne un couple, mais ici ça concerne mère et fille. Et la première phrase c'est « Je lave le linge de ma mère ». Et c'est ça qui m'est venu. Et je ne savais absolument pas où j'allais aller pour la suite, ni s'il allait y avoir une suite. Et ça me sert, quand j'ai la première phrase, c'est comme s'il y avait un bout de fil et il va se dérouler, mais je ne sais pas où il va me mener. Je pense qu'ici, ça a été ça. Ça, c'est dans l'après-coup. Et quelquefois, ça m'intrigue un peu. C'est de me dire, mais après coup, je découvre que je n'écris plus comme j'ai écrit. Si vous voulez, le résultat écrit n'est plus le même. Et je ne le décide pas. Hôpital Silence, je l'ai écrit dans des petites phrases très elliptiques et courtes, et il suffisait de ces petites choses-là pour dire beaucoup. Ici, c'est comme si ça Et déjà dans le précédent, avec Michel Martin, justement, c'était des phrases plus longues. Et je constate que ce que je fais maintenant quand je travaille, ça continue à être des choses beaucoup plus... où je me demande moi-même où ça m'embarque. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais ce sont des choses qu'on ne choisit, qu'on ne décide pas. Hôpital, j'avais des notes, oui. J'avais le brut de ce que les femmes disaient. De même que pour Michel Martin, donc cette femme que j'ai visitée, quand je sortais de la prison, comme j'entrais là sans bic, sans cahier, sans rien, et que je ne voulais surtout pas d'ailleurs prendre des notes dans l'entretien, je n'ai jamais fait ça, même pas à l'hôpital non plus. C'est après que je notais de mémoire ce qui m'était resté, avec la possibilité que ce ne soit pas fidèle, c'est pas un enregistreur, mais justement ce n'est pas un travail journalistique, c'est ce qui m'a touché, c'est les mots qui m'ont touché, que j'ai d'abord noté comme ça, comme ça se déroule, comme je croyais que ça s'était déroulé, et puis je les ai mis dans l'écriture. Et c'est en les mettant dans l'écriture que d'autres idées me sont venues. Et que d'autres questions à poser à cette femme, par exemple, me sont venues. Ici, pareil, c'est un peu en écrivant que la suite s'est déroulée. J'ignorais absolument si j'allais pouvoir aller jusqu'à faire un tant soit peu un livre de tout ça. Peut-être que ça allait s'arrêter après 10 pages ou 20 pages. Et c'est en écrivant que ça s'est poursuivi. Si ce n'est plus un homme, ce ne sont pas des interviews, ce sont... Des voyages? Oh, non, même pas. Une photo dans le journal, je me souviens, j'ai vu la photo de ces comment on dit ça, naufragés, qui se trouvaient tout près de Lampedusa,
accroché à l'émergence, en plein océan, à l'émergence d'une cage à thon. En fait, les pêcheurs mettent des cages en fer pour attraper les thons et émergent de là des pics en métal. Et ils étaient accrochés à ça et ils ont attendu là 3 jours. Et il y avait une photo prise d'avion où on voyait des petites figures accrochées là. Et laconiquement, l'article disait il a fallu 3 jours pour que les bateaux, pour qu'il y ait un bateau qui daigne s'arrêter. Parce qu'ils étaient chargés de poissons et qu'ils n'avaient pas chargé d'hommes pour faire le poids en plus. Il y a eu ça. Et là-dessus, j'ai fait, entre autres, ce petit, ce que vous appelez vignette, hein, cette petit... Et les autres, c'est comme ça aussi. Il y a eu en Belgique un ArcelorMittal qui a fait fermer à Seraing, qui était la ville sidérurgique par excellence, un haut fourneau. Et quand le haut fourneau a fermé, les journaux ont publié des courtes interviews et d'anciens travailleurs et de jeunes. Et il y a des mots et des vieux et des jeunes qui m'ont touchée. Et du coup, j'ai fait un texte, je ne sais pas comment je l'ai fait, parce que j'ai utilisé là des mots que j'ai vus dans le journal, forcément, mais la coulée à froid, la coulée à chaud, la descente de charge. Et puis j'ai fait un article et j'ai reçu une lettre très ému d'un vieux monsieur qui a travaillé là et qui m'a dit « Mais vous avez de la famille qui a travaillé là, ou vous connaissez ?» Et non, je l'ai fait comme ça. Donc c'est vraiment partir de peu de choses, quoi, que ça. Mais moi, je voudrais répondre à quelque chose, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qu'on dit dans le livre-là qu'on a fait, mais qui, moi, me semblait très, très intéressant pour nous. C'est comment est-ce que tu témoignes souvent bien de ce que... C'est comme d'abord, ça s'inscrit dans ta tête, enfin, donc tu es sensible à certaines choses, et puis il y a un deuxième tour après qui consiste à faire ce travail de mise en écriture. Et moi je trouve que ça c'est un truc pour nous intéressant. Comment est-ce que... Qu'est-ce qui se passe pour que ça enfin, parce que tu ne prends pas tout, tu ne prends pas tous les mots qui sont dits. Il y a certains points très précis et puis, si c'était ça, ce serait rien. Enfin, ce serait des notes jetées sur le papier, pas plus, quoi. Mais alors, ce travail que toi tu fais, où tu t'arraches un peu, je ne sais pas tout ce qu'on veut dire là, mais on a cessé de cerner ce deuxième tour qui est au fond quelque chose du côté que l'analyste accompagne, je veux dire, puisqu'il y a les premiers, ce qui est dit, et puis il y a comment est-ce que de cela on fait quelque chose qui soit un peu décalé de ce dont on a été fait, justement.